C'est la première fois que je traite ce sujet publiquement. Donc vous allez tester. Quand j'ai repris mes études d'histoire, j'ai voulu... Alors j'avais passé 50 ans, maintenant j'en ai passé 60. J'avais passé 50 ans quand j'ai repris mes études d'histoire. Et j'avais tout un tas d'a priori, bien sûr, comme tout le monde, sur notre histoire de France, puisque j'ai suivi des études secondaires classiques d'une Française lambda. Et j'avais tout un tas d'idées sur ce qu'était l'Église, le pouvoir tyrannique de l'Église. Et en étudiant le XVIIIe siècle, non pas pour étudier ce sujet-là, puisque moi ce qui m'intéressait c'était Damien et les trafics d'enfants, les enlèvements d'enfants au XVIIIe siècle, j'ai découvert que pratiquement tout ce qu'on nous avait dit sur les malversations de l'Église et son pouvoir terrifiant sur l'Ancien Régime était pratiquement inventé, monté de toutes pièces. Et c'est une petite partie du voile que j'ai soulevé en faisant mes études que je vais vous livrer ce soir. Je dis bien une toute petite partie, parce qu'il y aurait tellement à dire, ne serait-ce que sur le siècle de Louis XV, il y aurait tellement à dire que j'étais obligée d'extraire une infime partie du simple premier tiers du siècle de Louis XV. Alors, le siècle de Louis XV commence en 1715. Le XVIIIe siècle commence au 1er janvier 1700, mais le XVIIIe siècle, on le fait. Le siècle de Louis XV commence à la mort de Louis XIV, et Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. Louis XIV était celui qu'on avait appelé le grand roi. C'était un roi très autoritaire, un roi très imprégné de la majesté royale, du bien de la France. Il incarnait la France, il incarnait la majesté royale et la grandeur du royaume. Et il a connu, Louis XIV, pendant tout le XVIIe siècle, il a connu une période flamboyante où il a vraiment incarné la grandeur, la majesté et la rutilance de ce qu'était le plus grand roi du plus grand royaume d'Europe. Et la fin de son règne, c'est-à-dire dans la partie de son règne qui est du XVIIIe siècle, a été extrêmement oppressant, extrêmement pénible. Lui, alors devenant vieux, est devenu en très mauvaise santé. Il a vécu un certain nombre de traumatismes qui ont changé profondément son caractère et sa façon de voir les choses, alors que quand il était jeune, c'était un grand amoureux conquérant. Il est devenu assez... On a dit bigot sur le tard, je pense pas que Louis XIV soit jamais devenu bigot, mais il est devenu très dévot, et il s'est renfermé dans une façon de vivre assez sombre. Enfin, les grandes fêtes étaient du passé, et le château de Versailles a plutôt abrité un roi que sa femme poussait dans un fauteuil roulant. Il avait des problèmes de digestion, des problèmes de mâchoire, il pouvait plus marcher, il avait une fistule à l'anus, il a eu toutes les misères possibles et imaginables. Et il a eu notamment, à la fin de son règne, une série de deuils épouvantables qui ont de quoi vraiment briser un homme. Il a perdu tous ses descendants. Il avait eu des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc la couronne était assurée, puisqu'en France la couronne était héréditaire, et il a perdu coup sur coup, en l'espace de quelques mois, son fils, son petit-fils, la femme de son petit-fils. Il lui restait plus qu'un arrière-petit-fils. Le royaume était extrêmement endetté, il y avait eu des catastrophes climatiques abominables, il y avait eu des périodes de grand gel, des périodes de grande humidité. Enfin, le royaume allait mal, les gens souffraient, il en avait conscience. Il avait mené un tas de guerres victorieuses, et la dernière guerre qu'il avait menée à la fin de son règne avait failli lui coûter le royaume, c'est-à-dire que la France avait été à deux doigts de sombrer. Et il ne restait à Louis XIV qu'un arrière-petit-fils qui va devenir Louis XV. Et au moment de mourir, quand il a senti qu'il allait mourir, il a voulu que, comme il n'avait plus de descendants, à part ce petit garçon qui était assez souffreteux, enfin on ne savait pas s'il allait vivre, comme il avait eu des bâtards, il avait eu des enfants avec Madame de Montespan, il avait fait en sorte que ses enfants illégitimes puissent accéder au trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants qu'il avait eus de la femme qui n'était pas la sienne, puisque la sienne c'était la reine, donc en plus de ça, non seulement c'était pas sa femme, mais c'était la femme d'un autre, c'est-à-dire que c'était un double adultère. La liaison du roi Louis XIV avec Madame de Montespan, c'était une liaison adultère de son côté à lui, de son côté à elle. Ils étaient mariés tous les deux avec quelqu'un d'autre. Il avait eu plusieurs enfants avec la rutilante, la magnifique Madame de Montespan,
Et ces enfants, il avait voulu absolument les légitimer. Alors, il les a légitimés de deux manières. D'une part, il a décrété qu'ils étaient ses enfants légitimes. Donc, comme il était le roi, il pouvait le décréter et le décider tout seul. Et d'autre part, il leur a tous fait épouser des garçons comme filles, il leur a fait épouser des princes de sang. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que même si ses enfants n'étaient pas légitimés, les enfants de ses enfants pourraient le devenir par le biais des mariages qu'il leur avait arrangés. Donc son idée, c'est en quittant la vie, ça a été de dire, bon, bah, alors il a dit à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, ne faites pas comme moi, faites moins de guerre, épargnez les peuples, je ne les ai pas assez épargnés. Et il a vraiment fait en sorte que sa descendance puisse régner. Et il a confié la régence, puisque le petit roi avait 5 ans, le futur petit roi avait 5 ans et qu'on ne pouvait devenir roi qu'à partir de 13 ans dans le royaume de France. Donc il a demandé au fils de son frère, Philippe, d'assurer la régence, en lui disant « Vous allez assurer la régence du royaume avec mes enfants légitimés ». Le roi est mort le 1er septembre 1715. Et immédiatement, tout l'entourage a décidé de casser son testament, parce qu'il n'était pas envisageable au royaume de France que des bâtards puissent régner. C'était inenvisageable. Pour, je pense, des bonnes raisons. C'est-à-dire que si on fait un précédent, si un roi fait un précédent en légitimant un bâtard, eh ben, il n'y a plus aucun couple royal qui tiendra dans l'avenir. Tous les ambitieux et les ambitieuses viendront se mettre sur les rangs pour pouvoir devenir, voilà, c'est clair. Donc, c'est pas de la pureté du sang de type racial, c'est vraiment la légitimité du trône, puisque le trône doit être légué de père en fils. On ne peut pas imaginer que les enfants nés hors mariage, nés d'un adultère, surtout un double adultère, puissent, vous savez que dans le droit français jusqu'à présent, les enfants de la femme sont réputés du mari, du légitime en l'occurrence. Les enfants de Louis XIV étaient réputés être les enfants du mari de la marquise de Montespan. Donc c'est bon. L'entourage de Philippe a décidé que c'était absolument inenvisageable. Alors Philippe d'Orléans. Pourquoi d'Orléans? Parce que les frères du roi avaient l'apanage d'Orléans, et le frère du roi s'appelait Philippe, le fils du frère du roi s'appelait Philippe également, donc c'est le neveu, le frère du roi était mort, c'est son neveu Philippe qui a assuré la régence, et 4 jours après la mort du roi, il cassait son testament. C'est-à-dire qu'il fallait absolument tout mettre sur le futur petit Louis XV. Donc j'insiste, c'est quelque chose qui, d'un point de vue de la royauté d'Ancien Régime, est légitime. À la fois c'était légitime que le roi essaye de sauver sa descendance, mais c'était également légitime que son entourage n'en veuille pas. Or, pour pouvoir casser le testament du roi, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que le Parlement le fasse. Alors, qu'est-ce que c'était que le Parlement? Quand vous aurez compris ce que c'est que le Parlement, vous comprendrez toutes les misères qu'a subi l'Église après. Le Parlement, c'est les juges, c'est-à-dire que vous avez plusieurs parlements en France. Le plus grand, c'est le Parlement de Paris. Le ressort du Parlement de Paris couvre à peu près un tiers du royaume. Ce sont des juges qui rendent la justice au nom du roi, c'est-à-dire c'est une justice laïque, civile, c'est pas une justice ecclésiastique, qui a été nommée par le roi et qui ont... Alors, à l'origine, ce sont des bourgeois, c'est-à-dire qu'au moment où la féodalité a reculé pour que la centralisation monarchique prenne le pouvoir sur les pouvoirs locaux, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'était que la France au Moyen-Âge, mais vous aviez énormément de pouvoirs locaux, et le roi avait toutes les peines du monde à asseoir son autorité sur l'ensemble. Il était le suzerain du haut. Vous savez, dans la féodalité, vous aviez chacun qui dépendait d'un qui était au-dessus, et au-dessus du roi, il y avait Dieu. Il y avait personne au-dessus du roi. Mais le roi, pour asseoir son autorité, avait besoin de brider la noblesse. Et pour brider la noblesse, il avait retiré une partie importante des prérogatives de la noblesse, qui était de rendre la justice, pour donner cette justice à des gens qu'ils avaient pour cela anoblis. C'est-à-dire que c'était des bourgeois. Qu'est-ce que c'était que des bourgeois? C'est des gens qui habitaient dans les villes. Le bourg, la ville. Les bourgeois étaient les gens qui habitaient dans les villes et qui avaient fait des études de droit, qui étaient plus ou moins dans le milieu judiciaire, mais qui n'étaient pas juges. Et les rois ont donné aux juges la possibilité de devenir nobles
et de créer une nouvelle noblesse. Et ça a été alors un coup, on va lutter contre la noblesse féodale, et puis après, le problème va se déplacer sur la noblesse de robe. Les robins, c'est ça. Hein, la robe, c'est l'habillement du juge, donc les robins, c'est ce qu'on appelle la noblesse de robe. Donc les parlements sont des tribunaux qui ont été créés par les rois auprès d'une bourgeoisie anoblie, qui a commencé à devenir de plus en plus importante et qui siégeait dans des parlements. Il y avait un parlement à Aix, un parlement à Toulouse, un parlement à Paris, un parlement à Rouen, un parlement à Dijon, un parlement à Strasbourg. Non, pas à Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai dit? Dijon, enfin, j'en oublie, et je n'ai pas appris par cœur ma liste des parlements, mais en gros, le Parlement de Paris est le plus important. Alors, que fait le Parlement? Il rend la justice au nom du roi et il enregistre les décisions royales. Alors, enregistrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre dans un registre. Un registre, c'est un cahier. Vous avez un cahier dans lequel toutes les décisions du roi sont enregistrées. Quand elles sont enregistrées, elles sont valides. Avant l'enregistrement, la décision du roi n'est qu'un vœu pieux. C'est-à-dire que le roi est seul législateur dans son royaume. La décision du roi vaut loi dès qu'elle est enregistrée. Et les registres sont tenus par les magistrats du Parlement. D'accord ? Alors le Parlement de Paris qui est le plus proche, mais également toutes les décisions royales, ou papales on va y venir, doivent être enregistrées au Parlement. Et le Parlement de Paris a comme prérogative spécifique, vous allez voir c'est très important, d'avoir le droit de remontrance préalable. Alors qu'est-ce que c'est que la remontrance préalable? C'est la faculté qu'ont eu les juges de dire au roi, à partir d'une décision royale, Majesté, avec tout le respect dû à Sa Majesté, la décision que vous venez de prendre est éventuellement en contradiction avec telle autre décision, puisqu'ils sont c'est eux qui détiennent la loi, qui détiennent la mémoire de la loi. Ils sont capables de dire, il n'y a pas de constitution en France, la constitution c'est toute la jurisprudence, c'est toutes les lois précédemment enregistrées. Donc si une loi nouvelle est en contradiction avec une autre loi, que le roi soit au moins au courant. De toute façon, en dernière instance, c'est lui qui décidera. Le roi est absolu, c'est lui qui décide. Alors c'est pas parce que le roi décide qu'il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi. C'est pas vrai. Il y a des tas de choses que le roi n'a pas le droit de faire, comme par exemple de légitimer ses enfants, ses bâtards, par exemple. Mais s'il prend le droit, on va lui casser. Mais la remontrance consiste pour les magistrats à faire savoir au roi que éventuellement une décision qu'il a prise est contradictoire avec d'autres. Voilà. C'est pas une façon de décider à sa place. Mais le droit de remontrance, qui a certainement eu une raison d'être en son temps, est devenu petit à petit, pour des magistrats qui deviennent de plus en plus riches, de plus en plus importants, parce que les magistrats sont propriétaires de leurs charges. Hein. Un magistrat, c'est pas comme un fonctionnaire. Un fonctionnaire n'est pas... Un magistrat, c'est comme un notaire. Un notaire, il est propriétaire de son étude. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu comment fonctionne? Un magistrat, c'est pareil, il est propriétaire de sa charge de magistrat. Si le roi veut chasser un magistrat, il faut qu'il rembourse sa charge. Il faut qu'il donne des sous en échange. C'est comme ça, il est propriétaire de sa charge. Parce que la justice est payante. Et ce sont des gens qui sont très très riches. Très très riches et très organisés. Donc ce qu'ont fait les magistrats petit à petit, ils ont cru que le droit de remontrance, enfin ils ont faim de croire que le droit de remontrance leur donnait le droit de faire des reproches au roi. Et alors il y en a un qui ne se l'entendait pas dire comme ça, c'était Henri IV. Quand il a signé l'édit de Nantes, c'est-à-dire la pacification du royaume, hein, la fin de la guerre entre catholiques et protestants, il a fallu l'enregistrer. Toute décision, tout est dit, tout doit être enregistré, hein, inscrit dans les registres du royaume. Et les magistrats n'ont pas voulu enregistrer l'édit de Nantes parce que c'était contraire à ceci, cela. Et Henri IV leur a dit, vous savez quoi? Signez là, vous le mettez là. Il leur a dit, vous faites les entendus en matière d'État et vous n'y entendez non plus que moi à rapporter des procès. C'est-à-dire, moi je suis roi, vous êtes juge, vous rendez des jugements, moi je gouverne le pays, maintenant vous allez enregistrer ce que je vous dis. Et la prétention des juges a été croissante tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est une classe sociale qui monte et qui veut prendre de l'importance, et gouverner, si c'est gouverner, c'est pas avoir de l'importance, on n'a pas compris, et je crois qu'on a très bien compris. Donc, ils ont tellement exaspéré les rois successifs avec leur remontrance que, arrivé à Louis XIV, alors Louis XIV c'est quand Henri IV meurt en 1610, après c'est Louis XIII, juste derrière. Louis XIII
meurt en 30, non, 43 ou... là, je dois dire des bêtises. Bon, Louis IV, non, non, 1743, je crois. Donc vous avez Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Et Louis XIV arrive quand son père meurt, il a 5 ans, son arrière-petit-fils. Donc il va y avoir une régence. Et pendant la régence, alors la régence tenue par sa mère, Anne d'Autriche, elle était espagnole, mais ça s'appelait Anne d'Autriche, c'est comme ça, c'est les découpages européens. Et le cardinal de Mazarin, ils ont dû faire face à une révolte des magistrats. C'est-à-dire que pendant que le roi était petit, la magistrature s'est dit, pendant que la reine, qui est une gourde, parce que c'est une bonne femme, donc vous savez, des misogynes, ça existait déjà à l'époque, et c'était rien moins qu'une gourde, croyez-moi, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et ils ont vraiment essayé de prendre le pouvoir, alors pas de renverser le roi, parce que c'était pas dans leur idée, mais enfin de décider ce qu'ils voulaient faire et de décider à sa place. Et le petit Louis XIV, il a gardé des souvenirs de la Fronde, une haine absolument inextinguible à l'égard de tous ces magistrats qui prétendent gouverner à sa place et qui ont humilié sa mère comme ils l'ont fait, puis qui l'ont humilié lui. Donc en 1673, il a interdit les remontrances. Il a dit, vous enregistrez, point. Je n'entendrai aucune remontrance. C'est fini, et il retire leur droit de remontrance. Alors quand Philippe, nous faisons un saut jusqu'en 1715, arrive et dit au Parlement, nous allons casser le testament du roi, il faut que le Parlement enregistre. D'accord? Et le Parlement dit, ben, vous voulez qu'on casse? Rendez-nous le droit de remontrance. Oh, ben, il dit d'accord. On va vous donner le droit de remontrance. Alors lui, il était conciliant, liant, il voulait bien faire plaisir à tout le monde. Ce qu'il voulait surtout, c'est que les bâtards légitimés ne puissent pas régner éventuellement. Et surtout, il voulait récupérer véritablement le pouvoir. Il était plein de bonnes idées, c'était un homme honnête. Alors pour vous situer, Philippe d'Orléans, tout le monde le connaît comme un noceur. C'était un noceur, un buveur, un partouzeur. Ça, il avait tout ça, mais c'était un homme honnête qui avait suraigu le sens de l'État et qui a toujours œuvré dans ce qu'il croyait être le mieux. C'est-à-dire que s'il a fait des bêtises, il les a faites très grosses, mais ça n'a jamais été par intérêt personnel et ça n'a jamais été par malignité. Voilà. Il a vraiment cru faire il a fait de son mieux et il a cru bien faire en faisant toutes les bêtises qu'il a faites. Et je pense que personne ne peut vraiment dire autre chose du régent, de Philippe d'Orléans, qu'il a été à la fois un homme bon, juste, mais noceur, buveur, tout ce qu'on veut, et qui a fait comme première bêtise, la bêtise gigantesque, il l'a faite 4 jours après la mort du roi. J'aime autant vous dire qu'il devait être sur les starting blocks, ça devait vraiment être prêt. Il a rendu au Parlement de Paris le droit de remontrance. Et j'aime autant vous dire que ça n'a pas traîné. Les conséquences n'ont pas traîné. Il a fait autre chose aussi, il a fait libérer instantanément tous les prisonniers que Louis XIV, dans ses tardives crises d'autorité colérique, avait mis en prison. Et notamment, Louis XIV avait fait mettre en prison énormément de jansénistes. Alors, il faut que je vous situe ce que c'était que les jansénistes, parce que c'est là que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le reste. Les jansénistes, c'était des catholiques, issus majoritairement de la magistrature, vous allez voir que tout se retrouve, c'est-à-dire on les trouvait dans la magistrature, et également beaucoup dans la bourgeoisie, mais pratiquement c'était pas synonyme, mais c'était tellement parallèle qu'on pouvait assimiler les deux. Les jansénistes étaient des catholiques, c'était des protestants qui n'avaient pas rompu avec Rome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment de la Réforme, c'est-à-dire au XVIe siècle, quand le protestantisme est né, il y a eu un schisme dans l'Église d'Europe occidentale, hein, parce qu'il y a l'Europe, après les autres, c'est les orthodoxes, c'est autre chose. Dans l'Europe que nous connaissons, hein, dans notre partie de l'Europe à nous, vous avez eu un schisme sur le problème de la grâce. Ça veut dire qu'il y a des disputes qui agitent le siècle et qui disent, est-ce que Dieu donne la grâce à tout le monde ou est-ce que Dieu donne la grâce à certains? D'accord? Les protestants disent Dieu donne la grâce à certains. Les catholiques disent Dieu donne la grâce à tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais si vous ne devez retenir qu'une seule idée pour comprendre qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est là que ça se joue. Après, il y a des tas d'autres choses, il y a énormément de choses. Mais ça, c'est le nœud, c'est nodal. C'est le problème de la grâce. Et les jansénistes sont des gens qui, à l'instar des protestants, alors que eux n'ont pas rompu avec Rome et qui continuent de se considérer comme catholiques, disent Dieu a donné la grâce aux élus.
Et c'est nous les élus, hein. C'est nous, c'est nous. Comment vous le savez? Ah ben on le sait puisqu'on a la grâce. Hein. Et ces gens-là sont magistrats. Et ils n'ont pas cessé de narguer et de harceler le pouvoir central, hein, parce que la caractéristique des jansénistes, et ça sera la même chose pour les protestants, c'est de dire, non seulement nous, on n'a pas besoin d'intermédiaires pour s'adresser au bon Dieu, puisqu'on a la grâce, on n'a pas besoin de pape, on n'a pas besoin d'évêque, on n'a pas besoin de curé, mais on n'a pas besoin de roi non plus, à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va s'arranger entre nous. Alors ça a des allures démocratiques comme ça, c'est rien moins de démocratique. Hein. C'est tel prince, tel type de gouvernement, ça fait des petits gouvernements. Hein. Le principe à l'époque, tout peuple avait la religion du prince. Si le prince était catholique, le peuple obéissait à la loi catholique, c'est-à-dire à la loi commune, celle qui remontait jusqu'à Rome. Si tel prince protestant décidait qu'on allait travailler ce jour-là et pas ce jour-là, il n'y avait plus d'autorité supérieure pour départager. Ça fait toute la différence entre catholiques et protestants pour les petites gens, pour les gens de la base. Les jansénistes sont des gens qui ont raisonné comme les protestants, mais sans rompre avec Rome. Ils ont exaspéré tellement Louis XIV que, alors ils étaient rassemblés dans un monastère qui s'appelait Port-Royal. Port-Royal, c'est un très joli village au sud de Paris, dans la vallée de Chevreuse. Et ils ont nargué le pouvoir royal à partir de Port-Royal pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le roi fasse raser le monastère. Il dit, il y en a marre, j'ai pas besoin d'avoir ces gens qui m'expliquent quoi faire. Bon. Alors à la fois, le roi était certainement colérique et très autoritaire, mais vous verrez qu'il n'avait pas forcément que des torts à vouloir raser Port-Royal. Donc il a chassé les religieuses de Port-Royal en 1709. Il a fait raser le monastère en 1711, et comme il continuait d'y avoir des disputes, parce que vous comprenez, si on n'est pas tous d'accord sur qui a la grâce, eh bien, il y a des disputes sans arrêt. Le catholique, il dit c'est au moins pratique, le pape s'est manifesté, il a dit ça, maintenant, si on n'est pas catholique, on parle d'autre chose, mais si on est catholique, c'est le pape qui a raison, et on s'en tient à ce qu'il a dit. Et les jansénistes passaient leur temps à ergoter en disant oui mais il y a ci ou mais il y a ça et tout. Alors finalement Louis XIV a demandé au pape de bien vouloir trancher une bonne fois sur ce que c'était que le jansénisme. Et le pape en 1713, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Louis XIV, a publié une bulle. Une bulle, c'est une décision pontificale qui est valable, qui doit être acceptée par la chrétienté. Une bulle qui s'appelle Unigenitus, qui condamne le jansénisme comme hérétique. Et l'hérésie, c'est l'exclusion. C'est-à-dire, c'est grave. C'est pas, il se trompe un petit peu, c'est il se trompe complètement. C'est-à-dire, il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas d'élitisme. Tous les chrétiens sont égaux devant Dieu et il n'y a pas de prédestination. Chaque chrétien peut faire son salut. Alors que pour les jansénistes, il y a ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas. En gros, si vous continuez la logique jusqu'au bout, il y a ceux qui sont faits pour servir les autres. Hein. Ça, enfin bon, ça c'est une extrapolation, mais on le voit quand même dans la pratique. Donc le roi Louis XIV a demandé au pape de trancher. Le pape a tranché le 8 septembre 1713 en promulguant la bulle Unigenitus qui déclare que le jansénisme est hérétique. Une fois que la bulle est arrivée, les jansénistes ils disent ah oui mais alors est-ce que c'est vrai que si que là. Alors le roi dit écoutez maintenant ça suffit, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement, on va enregistrer la bulle. Et il meurt. Voilà. Donc le roi meurt, la bulle n'est pas enregistrée, pas encore. Mais les jansénistes sont grandement en prison. Et voilà Philippe qui arrive en disant bon ben voilà, on va casser le testament, on rend le droit de remontrance, on libère les jansénistes. Et c'est le loup dans la bergerie. Et c'est là que ça va commencer. Donc le roi Philippe avait à l'égard de la religion une espèce d'indifférence bienveillante. C'est-à-dire que il n'avait rien contre la religion, s'il avait quelque chose, il ne le disait pas, mais il disait, c'est pas mes oignons. Par exemple, le jour de la mort du roi ou le lendemain, le confesseur de Louis XIV, qui s'appelait Tellier, c'était un jésuite, c'était les jésuites qui confessaient les rois, vient le voir en lui disant Monseigneur, pouvez-vous me dire comment vous voulez disposer de moi? Et Philippe lui répond, mon père, vous me prenez pour un autre, c'est à vos supérieurs de disposer de vous et non à moi. C'est-à-dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vos affaires de confession, ça regarde la hiérarchie ecclésiastique, pas moi. Ça, c'était typiquement l'attitude de Philippe, qui va être, vous allez voir, contradictoire avec ce qu'il a fait. D'autre part,
il a pris, alors il y avait la secte, alors on dit tout, je spécifie, la secte janséniste, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. C'est pas de ma part une façon de, c'est pas moi qui les qualifie comme ça, hein, c'est eux qui s'appellent la secte, et puis c'est les gens aussi de l'époque qui s'appelaient la secte. Ils avaient un cardinal tout à fait jansénisant qui s'appelait le cardinal de Noailles, que Philippe a fait entrer au gouvernement. Or, la bulle Unigenitus, quand le pape l'a promulguée, il l'a bien sûr montré, on l'a bien sûr montré à l'Église de France, qu'il l'a accepté à 40 pour et 8 contre. C'est-à-dire que l'Église de France avait condamné le jansénisme, il n'y avait aucun souci par rapport au jansénisme et l'Église de France. Hein, si vous avez 40 évêques qui disent « nous acceptons la bulle, nous la reconnaissons » et seulement 8 qui sont contre, les 8 sont tellement minoritaires qu'on va dire que l'Église de France n'est pas janséniste. Voilà. Donc Philippe fait tout ce qu'il ne faut pas, il fait tout ce qu'il ne faut pas, et pourtant je continue d'avoir de la sympathie pour lui, parce que c'était vraiment un personnage tout à fait sympathique à beaucoup d'égards. Mais il libère tous les jansénistes, emprisonnés, il rend le droit de remontrance au Parlement, il met le cardinal de Noailles au gouvernement, et il dit aux jésuites de se débrouiller, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Rien, débrouillez-vous. Or, les jansénistes ont une obsession, c'est d'avoir la peau des jésuites. Voilà, vous avez les jansénistes d'un côté, les jésuites de l'autre, c'est la haine. Voilà. Alors, parmi tout ce que les... Alors, est-ce que c'est ici que je peux vous raconter ce que les jésuites reprochent, ce que les jansénistes reprochent aux jésuites? Non, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Donc, le 12 septembre 1715, hein, le roi est mort le 1er, le 12 a lieu ce qu'on appelle un lit de justice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lit de justice? Je vous ai expliqué que les juges rendaient la justice au nom du roi, hein, c'est-à-dire que les juges représentent le roi dans une cour. Ils rendent justice en son nom, à sa place, et pas au nom de Dieu, hein, d'accord? La justice est rendue au nom du roi. Mais quand le roi se déplace en personne, c'est le roi qui rend justice. C'est-à-dire qu'une décision prise en lit de justice est enregistrable immédiatement. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas d'ergotage. Et quand on veut faire passer une décision royale avec des difficultés, on fait un lit de justice. Et le 12 septembre 1715, le petit roi Louis XV était habillé de bleu, il paraît qu'il était joli comme un petit cœur, il paraît qu'il était un petit garçon d'une beauté absolument merveilleuse. D'ailleurs, il est resté un très bel homme jusqu'à assez tard. Donc il est venu, âgé de 5 ans, avec tout son petit sourire. Alors on l'avait installé sur un joli coussin au fond de la grande chambre du Parlement, et il est venu regarder comment il est venu donner sa bénédiction à ce qui allait empoisonner son règne. Mais alors depuis le premier jour jusqu'au dernier, il a rendu le droit de remontrance au Parlement. Dès le mois de janvier suivant, alors septembre, mort du roi, janvier suivant, 18 évêques viennent voir le régent pour lui demander de les soutenir auprès du pape, à qui ils veulent demander des explications sur la bulle. Mais le pape, il n'a pas à s'expliquer sur la bulle. La bulle, c'est expliqué dedans. Si vous lisez la bulle, je l'ai lu, la bulle Unigenitus, c'est très très clair. Il n'y a pas à lui demander de se justifier de la bulle. Le pape, il est absolu. Le roi est absolu au royaume de France, le pape est absolu en catholicité. On est d'accord? Donc, Philippe dit non, moi la bulle, elle est là, vous la recevez. Ah oui, mais alors on n'est pas d'accord. Nous, ce qu'on voudrait, c'est appeler un concile national. C'est-à-dire qu'il faudrait que, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme, hein, c'est-à-dire qu'il y ait une église de France qui soit un petit peu plus puissante. Mais Philippe dit non. Non, il n'y a pas d'appel à un concile, vous me cassez les pieds. La bulle doit être acceptée, elle a été acceptée par l'Église, maintenant elle va... Non, Philippe dit non. Ah bah écoutez, nous on veut absolument refuser la bulle, on veut absolument qu'il y ait un concile. Et voilà une bataille lancée par les évêques jansénisants, qui sont peu nombreux, je vous ai dit, mais soutenus par toute la magistrature. Et c'est parti. Vous avez en mars 1716, c'est-à-dire 2 mois après, le Parlement d'Aix-en-Provence, qui annule le mandement de l'évêque de Toulon, qui a refusé d'ordonner des ecclésiastiques qui ont refusé la bulle. Un ecclésiastique, un prêtre qui dit à son évêque « Moi je refuse d'obéir au pape », l'évêque lui dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous ordonner ». Et le Parlement, laïque, ordonne à l'évêque de le recevoir. De quoi il se mêle? Ça s'appelle de l'ingérence du temporel dans le spirituel.
l'Ancien Régime, ça va être ça. Des juges que ça ne regarde pas donnent à des ecclésiastiques des ordres regardant ceux qui regardent les ecclésiastiques et uniquement eux. Les juges se mêlent de religion et veulent régenter l'Église, ils vont faire la même chose à Reims, à Toulon, à Châlons, à Marseille, à Rapt, Orléans, partout. Les juges viennent s'ériger en censeurs de l'Église. Or, ils ont derrière eux un parti clandestin de résistance de témoignage de la vérité. C'est vraiment, moi, tout ce que j'en ai croisé, j'ai lu un énorme bouquin sur le jansénisme qui a été écrit par une dame dont les aïeux étaient jansénistes et qui a écrit ce livre avec toute la sympathie possible qu'elle pouvait avoir vis-à-vis des jansénistes, mais avec toute la sympathie du monde, elle les montre vraiment comme des fanatiques. C'est-à-dire qu'au moment quand la bulle du pape a été promulguée en 1713, vous avez quelques dizaines de gens qui se sont réunis et qui ont dit jusqu'à la mort, on défendra, ils veulent absolument défendre la vérité. Ils veulent défendre la vérité. C'est-à-dire que le pape, ô horreur, enfer et damnation, le pape est aveuglé, nous sommes nous détenteurs de la vérité, et on va lui montrer. Et ces gens vont lancer une véritable campagne pour faire en sorte que un concile ait lieu pour pouvoir contrer c'est quoi? C'est une tentative de schisme, c'est-à-dire qu'ils veulent que l'Église de France n'obéisse pas au pape, c'est comme ça que ça s'appelle. Quel que soit le jugement qu'on porte, d'ailleurs, sur la chose, je veux dire, on peut trouver que c'est ridicule, mais en tout cas, du point de vue strictement légal et de la légalité de l'époque, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez une soixantaine, ils sont à peu près une soixantaine, extrêmement sûrs d'avoir la vérité, qui veulent à tout prix empêcher la bulle de passer. Alors ils ont un abbé qui s'appelle l'abbé d'Etemar, D'-E-T-E-M-A-R-E, qui en 1712 a eu une révélation pendant qu'il disait la messe, et Dieu lui a expliqué, alors il demande à Dieu pourquoi, il demande à Jésus-Christ, qui a il lui fait la grâce de lui répondre directement, pourquoi avez-vous permis la destruction de Port-Royal? Et Jésus a eu la gentillesse de lui dire qu'il a voulu jeter un nuage sur les vérités pour éprouver ses serviteurs. Alors maintenant que Jésus lui a parlé, il est sûr de son coup, et il va aller prêcher partout pour dire il faut absolument empêcher la bulle d'être enregistrée. Et ils vont mettre toute la gomme, ils sont que 60, mais j'aime autant vous dire, alors d'abord ils ont de l'argent, parce qu'ils sont organisés, c'est une espèce de société secrète, c'est pas complètement secret, c'est une société discrète, si vous voyez à quoi si ça vous rappelle quelque chose. Donc, ils ont énormément d'argent, parce que c'est une classe sociale qui a de l'argent. Ils ont une caisse noire, ce qui s'appelle la boîte à Perrette. Perrette, c'était la servante d'un des grands caciques du parti janséniste. Donc la boîte à Perrette, c'est devenu la caisse dans laquelle ils recevaient des dons. Alors ils mettaient des dons jamais par personne directe. Ils faisaient un don à quelqu'un, qui faisait un don à quelqu'un, qui faisait un don à quelqu'un, qui le mettait dans la caisse. Comme ça, on ne pouvait pas savoir d'où ça venait. Et ils avaient des fonds absolument énormes. Et personne ne pouvait savoir exactement. Alors les gens qui ont étudié le problème savent que sur Paris, ils étaient une soixantaine, pas plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces 60-là, ils avaient un pouvoir un pouvoir de nuisance absolument extraordinaire. Ils pouvaient mobiliser des gens, et ils sont allés voir les curés en leur demandant de signer des pétitions en direction du cardinal de Noailles. Alors le cardinal de Noailles était au gouvernement, donc il avait vraiment possibilité il avait une très grande influence, pour dire au cardinal de Noailles, si jamais vous pliez, c'est-à-dire si vous acceptez la bulle, on vous prévient, on vous désobéira. C'est des bons chrétiens, ça, d'aller semer le schisme à l'intérieur dans les paroisses. Et ils laissent éclater leurs obsessions anti-jésuitiques. Ils ont une telle haine des jésuites que le cardinal de Noailles, alors, son rôle au gouvernement, c'était, il siégeait au conseil de conscience, c'est ça? Conseil de conscience, c'est-à-dire que c'était le ministre de la religion, si vous voulez. Donc il avait un rôle tout à fait prépondérant. Il a interdit aux jésuites sur son ressort, c'est-à-dire sur le ressort de l'archevêché de Paris, il a interdit aux jésuites d'administrer et de confesser sur son diocèse. C'est-à-dire il leur a interdit d'être prêtres. Les jésuites étaient professeurs, ils étaient enseignants, mais ils étaient avant tout prêtres. Et il leur a interdit de confesser et d'administrer, c'est-à-dire de donner les sacrements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui savent ce que c'est qu'administrer, mais pas forcément tout le monde. Et pour être sûr qu'il ne le ferait pas en douce, il a ordonné que tout mourant qui voulait recevoir les derniers sacrements puisse prouver qu'il s'était confessé à quelqu'un qui n'était pas un jésuite. C'est-à-dire qu'il fallait montrer un billet de confession de quelqu'un qui n'était pas jésuite. C'est la liberté de conscience, comme on va dire.
Et alors, ils ont raconté des tas d'horreurs sur les jésuites. Ils ont raconté que dans le Paraguay, ils avaient réduit en esclavage 40 000 hommes, alors que c'est exactement l'inverse. En Amérique du Sud, les jésuites, ils ont protégé les Indiens Guarani contre les esclavagistes. Ils les ont pas réduits en esclavage. Ils les ont sauvés tant qu'ils ont pu de l'esclavagisme. C'est la haine des jésuites et la conviction qu'ils ont raison, qu'ils ont la vérité, que le pape se trompe, que le roi se trompe, que grâce à eux, on va pouvoir avancer. Et surtout, ils ne veulent pas de la bulle. Ils ne veulent pas que la bulle unigenitus soit acceptée. C'est-à-dire, ils ne veulent pas reconnaître que tous les chrétiens, que tous les hommes sont égaux devant la grâce. Hein? C'est ça. Est-ce que Dieu a donné la grâce à tout le monde? Eux disent non. Dieu a donné la grâce à nous et pas aux autres. Le cardinal, le pape est tellement ferme dans sa... je veux dire, c'est du dogme, c'est des points de dogme. Hein. Le pape, il ne peut pas dire, ah ben oui, mais peut-être. Non, c'est non. Donc le pape dit, de toute façon, si vous continuez, ça sera l'excommunication. Voilà. C'est clair. Soit vous acceptez la bulle, soit on vous excommunie. Et alors, les jansénistes font savoir partout qu'ils sont prêts au martyre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement prêts au schisme, ils sont prêts à mourir. C'est ce qu'ils racontent. Puis alors ils font des campagnes auprès de la population, ils se font bien voir, ils essayent d'être populaires. Et derrière tout ça, il y a le Parlement, il y a les juges. Alors il y a beaucoup les avocats qui font des leurs, il y a des bourgeois, il y a des gens plus ou moins importants, mais il y a grandement les juges, hein. Le Parlement est beaucoup derrière ça. Et le Parlement donc continue de refuser d'enregistrer la bulle unigenitus, et un jour il prétend refuser d'enregistrer également une décision du régent touchant à l'économie du pays, notamment la création de la banque. Bon. Et le régent il dit, ils ont quoi là? Ils ont refusé. Allez hop, on exile tout le monde, il prend une décision, c'est Louis XV qui signe, c'est le petit roi qui signe, mais c'est le régent qui décide. Le roi décide, il impose le silence à tout le monde, on vous interdit de parler du sujet, et on envoie tout le monde à Pontoise. Pourquoi Pontoise? Parce que toute l'agitation se fait à Paris. On les envoie à Pontoise, ils rendront la justice à Pontoise, on leur dit vous emmenez vos dossiers, vous emportez vos dossiers, parce qu'un juge, ça juge sur dossier, vous emportez vos dossiers, vous allez à Pontoise, et vous vous mêlerez plus d'autre chose que de rapporter vos procès. C'est dramatique parce que quand le Parlement de Paris, alors ils sont 218, hein, j'ai noté quelque part combien ils sont, ça fait 218 juges, 218 juges. 218 juges, ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup de domestiques, ça fait beaucoup de clercs, ça fait beaucoup d'avocats. Quand le Parlement s'en va, le peuple souffre. Parce que c'est des emplois c'est de la consommation qui s'arrête, c'est des emplois qui se perdent. Quand le Parlement n'est plus là, le peuple parisien souffre. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision qui se fait de gaieté de cœur que d'envoyer le Parlement à Pontoise. Donc, un barbier, il s'appelle le monsieur qui écrivait son journal. Alors, je tire beaucoup de mes informations d'un monsieur qui s'appelait Edmond Barbier, qui était avocat. C'est une excellente source, parce qu'il était avocat sans robe. C'est-à-dire qu'il avait fait ses études d'avocat. Il était, comme on dirait, avoué. Hein, un avoué, bon, ça n'existe plus maintenant, c'était un avocat qui plaidait pas. C'est-à-dire qu'il a toutes les connaissances de l'avocat, mais c'est pas lui qui plaide, il n'a pas de robe, il fait pas des grandes envolées, il prépare les dossiers par derrière. Donc il était au Parlement tout le temps, il savait tout ce qui se passait, et il était ni d'un bord ni d'un autre. Donc il raconte, et il fait son journal pendant 50 ans, je crois, à peu près. Donc on a absolument tous les détails. Et il dit au moment où le Parlement part à Pontoise, tout le particulier souffre infiniment, hors une petite poignée de monde qui a gagné ce qui sert à ruiner les autres. Alors, comment est-ce que le roi envoie tout ce beau monde à Pontoise? Par une décision tyrannique, et vous savez comment on dira à la Révolution que le roi c'est une brute, un tyran, etc. Écoutez bien ce qu'ils ont reçu, les magistrats. Le roi, par de bonnes considérations, a transféré son parlement à Pontoise. Il vous ordonne, monsieur, de vous y rendre pour rendre la justice et vous défendre vos assemblées ailleurs, à peine de désobéissance et de privation de votre charge. Si n'y faites faute, Dieu vous est, monsieur, en sa digne et sainte garde. La brutalité royale. Donc ces messieurs s'en vont. Ils emmènent leurs femmes, ils emmènent leurs grands trains, et ils font bombance, et ils continuent de désobéir. Le régent est de plus en plus furieux. Le 12 août, ça doit faire un mois qu'ils sont à Pontoise, le régent leur envoie des lettres patentes qui déclarent nuls les appels au concile, et il leur ordonne de procéder immédiatement à l'enregistrement d'un accommodement, d'une
espèce d'un accommodement qui a été trouvé pour essayer de satisfaire tout le monde, de l'accommodement final de la Constitution Unigenitus qui sera reçu dans tout le royaume. Et que font les juges quand ils reçoivent cet ordre? Eh bien, ils prennent les lettres patentes et ils les étudient en disant ben, ça va pas, ça faut le dire comme ça, etc. Ils ergotent et ils refusent d'obéir. Le régent est hors de lui, il dit mais ils sont là pour enregistrer, ils sont pas là pour ergoter. Bah oui, mais c'est lui qui leur a rendu le droit de remontrance. Il peut s'en prendre qu'à lui. Alors il dit bon, il y a un moyen, on va réunir un tribunal d'exception qui s'appelle le Grand Conseil et lui il enregistrera. Alors on va chercher des magistrats d'ailleurs que le Parlement de Paris et on leur dit vous allez enregistrer la bulle. Alors le Grand Conseil se réunit, il enregistre la bulle et ensuite le nonce du pape vient voir Philippe en disant c'est bien monseigneur, mais la bulle tant qu'elle n'est pas enregistrée par le Parlement, elle n'est pas valable. C'est le Parlement qui doit enregistrer et ça les juges le savaient très bien. Alors Philippe explose en disant que votre pape vienne voir pour voir s'il pourrait mettre à raison tous ces bougres-là. Pour moi, je ne peux pas faire mieux. Et sa colère augmente. Et il ne peut rien faire. Il leur a rendu le droit de remontrance. Et les autres. Alors le cardinal, un coup il veut pas. Un jour il vient voir Philippe en lui disant ah ben oui, mais alors là, oui, j'avais dit que j'étais d'accord, mais je suis plus d'accord. Philippe le traite de bête et lui dit d'aller se faire foutre. Ben, ça ne fait pas avancer les choses, il peut avoir toutes les scènes colères qu'il veut, ça n'avancera pas. Finalement, l'épiscopat français réunit un concile à Embrun pour mettre d'accord l'Église de France avec elle-même. Et au cours de ce concile, on va déposer l'évêque de Senez, qui était un des plus, il s'appelait Soanen, il était un des plus virulents jansénistes. Eh bien, pendant toute la préparation du concile d'Embrun, vous avez les avocats parisiens qui ont rédigé des consultations sur le concile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les juges qui se mêlent de religion, il y a les avocats. Les avocats expliquent à l'Église ce qu'il doit faire, parce qu'un avocat, ça connaît le droit, donc ça va vous prendre telle et telle décision du pape en disant celle-là elle est bonne, celle-là elle n'est pas bonne. Attendez, alors... il ne faut pas croire que tout le monde, que les gens étaient d'accord avec eux, c'était une minorité agissante et extrêmement agissante, mais globalement, tout le monde savait que ce n'était pas leurs oignons. Alors il y a une chanson qui a circulé à l'époque, vous savez, quand on étudie l'histoire, il faut toujours trouver les chansonniers. Quand vous trouvez un bon chansonnier sur une période, vous pouvez vraiment savoir le pour et le contre de beaucoup de choses. Et alors il y a cette jolie chanson qui a circulé, qui dit « Jadis, pour affermir la foi, les pères en concile du Saint-Esprit suivaient la loi, consultaient l'Évangile. Ce n'est plus la bonne façon, l'Esprit Saint doit prendre le ton des avocats de France. » Quand d'un fatal schisme autrefois l'Église menacée par le concours de 300 voix combattait à Nicée, Nicée c'était le lieu d'un grand concile, pour terminer tous ces débats, pourquoi ne fit-on pas juger le cas aux avocats de France? Grands avocats, zélés docteurs de l'Église nouvelle, des conciles vrais directeurs, ranimez votre zèle. En paradis, n'en doutez pas, Saint-Pierre vous tendra les bras, grands avocats de France. Ce sont des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui s'estiment habilités à juger des choses de religion parce qu'ils prétendent avoir reçu la grâce, qui sont les seuls à pouvoir affirmer. Il crée à cette époque-là, à l'époque du concile d'Embrun, alors le concile d'Embrun, qu'est-ce qui va se passer dans ce concile? Le Soanen va être déposé, les avocats vont être renvoyés dans les cordes, et le cardinal de Noailles va finalement accepter de reconnaître la Constitution Unigenitus, et il va rendre le pouvoir des sacrements aux jésuites, à qui il l'avait retiré quand même pendant plusieurs années. Et à l'issue de ce concile, va apparaître un journal qui s'appelle Les Nouvelles Ecclésiastiques, qui est un journal clandestin qui va circuler jusqu'à la fin du règne. Et que personne n'a... Alors c'est un journal qui va circuler sans permission, parce qu'à l'époque, il y a une loi de la librairie, enfin je veux dire, il y a une censure, hein. Et ils vont toujours passer à travers la censure. Ils vont être vendus, c'est un journal qui va être vendu au nez et à la barbe de la police. Par exemple, les jansénistes sont tellement riches et organisés qu'ils font imprimer, par exemple, les Nouvelles Ecclésiastiques en Hollande. Bon, je sais que c'était imprimé également, moi je suis de Bourgogne, c'est imprimé également dans un village à côté du mien, mais ça pouvait être imprimé aussi en Hollande. Et pour rentrer les journaux clandestinement, ils soudoyaient les cochers des gens importants. Des gens importants dont on fouillait jamais le carrosse.
Donc ils avaient suffisamment d'argent pour soudoyer suffisamment un cocher ou un valet et tout, et ils faisaient passer les nouvelles ecclésiastiques dans la soute des carrosses, et ça passait au nez à la barbe de la police, qui s'arrachait les cheveux, parce qu'il y avait une police dont le travail était quand même de faire respecter la loi un minimum, et il n'y avait pas moyen, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils avaient de l'argent, ils avaient leur journal, ils avaient leur caisse noire, et bon, le temps passe, on arrive en 1730, ça fait quand même 15 ans que ça dure. Le cardinal de Noailles est mort, il est remplacé par un cardinal de Vintimille qui mange plus du tout de ce pain-là, et arrive au pouvoir un monsieur qui s'appelle le cardinal de Fleury, qui est certainement un des plus grands hommes d'État de l'Ancien Régime. C'était déjà un vieillard quand il est arrivé au pouvoir, et je crois qu'il a dû gouverner pendant 13 ans. Il est mort à 90 ans passés. Et lui, c'était vraiment l'homme de tous les arrangements. Il dit on va arranger ça, on va arranger ça. Alors pour arranger ça, une fois qu'on a trouvé un accord de principe qu'on essaie de faire valoir pour la Constitution Unigenitus, on dit on va ordonner que tous les ecclésiastiques, curés, bénéficiaires qui n'acceptent pas la Constitution Unigenitus perdront leurs bénéfices, qui seront déclarés vacants. Parce que vous avez des tas de gens qui vivent de l'Église, hein, qui touchent des bénéfices de l'Église. Vous ne voulez pas accepter la Constitution, on vous reprend les bénéfices. Et bien sûr, le Parlement refuse d'enregistrer. Parce que toute décision, pour être valable, doit être enregistrée, et le Parlement refuse d'enregistrer. Et relit de justice. Un nouveau lit de justice pour enregistrer la Constitution, enfin la bulle, on dit une Constitution ou une bulle, hein, la bulle c'est une Constitution émanant du pape, mais on dit une Constitution ou une bulle. Donc la Constitution Unigenitus est faite loi du royaume à la fin 1730, Louis XV a tranché, l'épiscopat français a tranché, on arrête là, et maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Sauf que les jansénistes, ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut mettre Dieu avec nous. Et Dieu, comment il se manifeste? Par des miracles. Alors on va organiser des miracles. Et alors la séance des miracles, c'était vraiment la chose la plus sordide de cette époque-là. Vous aviez un janséniste fervent qui s'appelait le diacre Paris, qui était mort en 1727 au moment du concile d'Embrun. Il était mort à Paris de macérations diverses, il se lavait pas, il dormait pas, il mangeait pas, il mangeait que des légumes bouillis à peine. Alors il demandait toujours à s'occuper d'enfants, il voulait enseigner le catéchisme aux petits garçons, c'était certainement un saint homme. Et il était mort sur la paroisse de Saint-Médard. Alors s'il y en a qui connaissent Paris, Saint-Médard, c'est un coin très très sympa dans le 5e arrondissement. J'ai habité à côté, moi j'ai été une fervente de Saint-Médard pendant longtemps, mais j'ai pas été convulsionnaire, je vous le signale tout de suite. Et vous avez au moment où le diacre Paris est mort, on l'a enterré dans le cimetière de Saint-Médard, et les jansénistes se disent on va réaliser des miracles sur sa tombe. Et alors, il y a un jour une dame qui s'appelle Anne Lefranc, qui est paralytique, et qui dit regardez, je marche, je suis guérie, c'est le diacre Paris qui m'a guérie. Et alors, elle fait rédiger, c'est pas qu'elle fait rédiger, c'est les avocats jansénistes, la petite clique là, rédigent une dissertation sur les miracles qui font accepter comme un miracle. Alors le monseigneur de Vintimille dit quoi, qu'est-ce que vous racontez un miracle? Attendez, c'est mes affaires ça, qu'est-ce que vous racontez? Ah ben non, nous on est des avocats, on sait. Ah ben non, vous savez pas, c'est moi l'évêque. Hein, c'est moi l'archevêque, c'est moi qui sais, et je vous dis, alors l'archevêque il n'est pas idiot, il voit que la fille elle prétend que nous on va des médecins, les médecins disent bah, très bien, hein. Hystérique certainement, mais ancienne paralytique certainement pas, donc ils disent non il n'y a pas eu de miracle, et monseigneur de Vintimille, c'est son rôle, il est dans son rôle, il est archevêque, il dit il n'y a pas eu de miracle, et à ce moment-là, les avocats font un appel comme d'abus auprès du Parlement. C'est quoi un appel comme d'abus? C'est une possibilité qu'a une personne de demander au Parlement, c'est-à-dire à la justice laïque, de réparer un abus commis par la hiérarchie ecclésiastique. C'est une épine dans le pied de l'Église, ça. L'Église a toujours voulu se débarrasser de l'appel comme d'abus, et pendant le Concile de Trente, qui a été au XVIe siècle, la grande réforme catholique, les catholiques français ont demandé qu'on abolisse la procédure d'appel comme d'abus. Le Concile de Trente a aboli la procédure d'appel comme d'abus, mais le Parlement français n'a pas enregistré les canons du Concile de Trente.
Hein, c'était avant Louis XIV, ça aurait été Louis XIV, ça aurait été vite fait, mais c'était pas le cas. Donc la procédure d'appel comme d'abus, c'est une épine dans le pied de la hiérarchie ecclésiastique en France, c'est une ingérence du temporel dans le spirituel. Et le Parlement reçoit, la Anne Lefranc, reçoit sa requête, considère que sa requête d'appel comme d'abus est recevable, et les avocats se chargent de la défendre. Et voilà le Parlement de Paris qui va décider si oui ou non il y a eu miracle ou pas. De quoi se mêle-t-il ? De quoi se mêle-t-il? Est-ce qu'on va aller voir le juge du coin pour savoir si Madame Trucmuche est miraculée? Non, ça relève de la religion et ça ne relève pas de la justice civile. Les avocats jansénistes organisés autour d'un monsieur de triste mémoire qui s'appelle Lepage décident que, un, il y aura un miracle et on le fera reconnaître, et deux, que des miracles, il y en a eu un, il y en aura d'autres. Et ils vont organiser une corrida autour de la tombe du diacre au Paris, c'est quelque chose, ça va être vraiment un trouble à l'ordre public. Donc, les avocats sont tellement fanatiques qu'à un moment donné, ils font une grève, le gouvernement, enfin la police envoie les gens pour les arrêter, les envoyer. Alors vous savez, quand on arrêtait les gens, c'était pas les culs de bas de fosse, c'est avec des fers aux pieds, hein, on les envoyait en exil quelques villes plus loin. Et au moment où ils ont appris qu'ils étaient exilés, ils se sont précipités à l'église de Saint-Médard pour remercier Dieu de la grâce de souffrir pour la vérité. Donc, vous voyez le genre. Bon. Donc ils vont organiser, bon, un coup ils sont exilés, un coup ils reviennent, de toute façon, on les met par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Hein. Et ils vont organiser sur la tombe du diacre au Paris des miracles. Et là, il y a des gens qui vont venir témoigner, qui font des miracles. Alors, ils arrivent estropiés, repartent tout droit. Et alors, le miracle, c'est ce qu'on appelait les convulsions. Alors, le miracle se produisait comment? Vous avez quelqu'un qui arrivait en boîte en bas, il se couchait sur la tombe du diacre, et puis à un moment donné, il commençait à... puis il bavait, alors est-ce qu'il se mettait du savon ou de la mousse à raser, je ne sais pas. Mais il se mettait à avoir des soubresauts, et il faisait des cabrioles, enfin, c'était des démonstrations, alors ça attirait du monde. Alors, vous avez les témoins du temps qui disent que ça attirait les gens crédules, puis ça attirait les gens qui avaient envie de rigoler aussi, parce que c'était vraiment clownesque. Et c'est pas resté que clownesque, ça a vite tourné sadique, je vous raconterai ça dans une seconde. Et vous avez des gens qui avaient des convulsions comme ça pendant des jours, et le miracle ne venait pas. Alors vous avez des rigolos qui disaient « Dieu a mis quand même beaucoup de temps à se manifester dans ce miracle-là, mais si vous vous moquiez trop fort, vous pouviez prendre des cailloux, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient très dévots et qui disaient qu'on n'avait pas le droit de se moquer. » Donc, vous aviez des femmes complètement hystériques qui poussaient des cris de bêtes, qui faisaient des soubresauts. Alors, dans la foulée, elles se dénudaient à moitié. Alors, vous aviez des voyeurs qui tiraient leurs chaises, puis qui venaient regarder les convulsions, parce qu'ils allaient voir des filles, enfin, ils allaient voir des seins, des fesses, enfin, bon, vous imaginez le tableau. Et alors, on expliquait aux gens qui venaient avec des maladies que s'ils n'avaient pas de convulsions, il n'y aurait pas de guérison. Alors, tout le monde avait des convulsions, c'était un cirque épouvantable. Puis de temps en temps, il y avait des vrais miracles. Alors, je vous en racontais un, je résiste pas. Au début, quand j'ai lu ça dans Barbier, j'ai dit c'est pas vrai, il raconte des histoires. Et puis finalement, j'ai trouvé dans un chansonnier qu'il n'est pas le seul à en avoir parlé. Il y a un jour un Suisse qui est venu, il avait une grave maladie, il était constipé. Alors, il s'est mis sur la tombe et je vous raconte la suite sous forme... Je vous raconte la suite sous forme de la chanson qui a circulé à l'époque, c'était trop marrant. Un Suisse, alors si j'y arrive, parce que c'est trop marrant. Un Suisse un peu bête, ne pouvant chier, s'était mis en tête qu'un certain sorcier avait par malice bouché le cou de son cul, l'enturlu chapeau pointu. Le voyant en peine, un de ses amis lui dit « Fais neuvaine au grand saint Paris, pour qu'il te guérisse, va-t'en lui montrer ton cul, l'enturlu un chapeau pointu. Au sein tout de suite, il porte ses pas, là tout au plus vite, mes culottes à bas, sur la sainte tombe pose doucement son cul, l'enturlu chapeau pointu. Sur la sainte tombe, on voit à l'instant un étron qui tombe et forme en montant une pyramide qui va de la terre au cul, l'enturlu chapeau pointu. Sur ce, l'on ramasse le saint excrément et puis on l'enchasse très dévotement. Quiconque le flaire n'aura jamais mal au cul, l'enturlu chapeau pointu. J'ai douté de ce truc, j'ai dit c'est pas possible. Puis j'ai encore trouvé d'autres histoires de gens qui racontaient qu'il y avait effectivement le saint excrément. Enfin bon, c'est des dingues, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, et ça a été très grave, derrière toutes ces fadaises, parce que les gens certainement dérigolaient, s'ils n'osaient pas rigoler devant les autres, ils se gardaient pour rigoler à la maison, sinon personne n'aurait écrit un truc comme ça. Ça date de l'époque, hein. Ça, je ne sais pas qui a écrit le poème, mais moi je l'ai trouvé dans un chansonnier du XVIIIe siècle, c'est sûr qu'il est d'époque.
On disait aux gens que s'ils n'avaient pas de convulsions, ils ne seraient pas guéris. Quand les convulsions ne venaient pas, on leur donnait des coups, on leur donnait des pichenettes, puis après on leur donnait des baffes, puis après on leur donnait des coups, puis après on s'est mis à les torturer. Et vous avez une véritable exhibition de sadomasochisme qui s'est faite. Et là, ça a été absolument infernal. Hein. Des coups de bûche, des coups mais c'était complètement mais hallucinant, hallucinant. Et dans ces grandes exhibitions, vous aviez quand même toute la crème du jansénisme parlementaire qui venait regarder. Vous aviez des magistrats qui venaient s'installer, qui venaient regarder ça. C'est quand même, c'est d'un sordide, c'est monstrueux, quoi. Et ces gens-là entendaient régenter l'Église. On est bien d'accord, c'est les mêmes dont on parle, hein, c'est pas les autres. Hein. Vous aviez la duchesse d'Orléans, les Montmorency, la Rochefoucauld, duchesse de Brisac, Madame de Saint-Simon, tout ce monde-là venait se presser au cimetière pour regarder des miracles. Et alors il y a eu un jour, alors pour vous donner, ça c'est un truc que je tire de Barbier, qui est vraiment une source fiable. Barbier raconte qu'un jour il y a une dame qui s'appelle Gabrielle Gauthier, qui a entendu de toutes les simagrées qui se faisaient au cimetière. Alors elle est arrivée en faisant semblant de boiter bas, en se mettant dans là, comme ça, et elle se met sur la tombe. Alors il paraît qu'il fallait se coucher sur la tombe, sur le côté gauche et tout, et à un moment donné elle se met à gémir, elle se tord, elle hurle, elle pleure, elle demande miséricorde, elle dit pardon mon Dieu, pardon, pardon. Alors les gens disent pardon de quoi? Il dit, ben, je suis venu pour me moquer parce que j'y croyais pas. Regardez, je suis vraiment estropié, j'ai vraiment la gueule de travers. C'est le contre-miracle, c'est-à-dire qu'il y avait un miracle à l'envers. Vous aviez des gens qui étaient malades et qui ressortaient droit. Elle arrive droite, enfin, et elle ressort malade. Et alors, elle demande pardon. Elle dit qu'elle a voulu se moquer parce qu'elle croyait pas au jansénisme et à tout ça. Donc, il y a, paraît-il, 4000 personnes qui l'ont convoyée sur un brancard jusqu'à l'Hôtel-Dieu, où la malheureuse, désespérée, elle a demandé un confesseur, elle demandait un jésuite, bien sûr. Alors on lui a fait venir un jésuite, à qui elle a dit, un moliniste, on disait, hein, jésuite, c'est la compagnie de Jésus, moliniste, c'est les gens qui sont partisans des jésuites, parce que un Juan de Molina, un jésuite espagnol, avait théorisé un tas de belles choses, ça fait partie d'une autre conférence que j'ai faite. Donc le jésuite vient, enfin le prêtre moliniste vient et il dit bon ben écoutez, si vous avez une déclaration à faire, on va la faire devant notaire. Alors on fait venir un notaire qui s'appelle Maître Poltrot, tout ça, on a des traces de tout ça, qui recueille la signature de 26 témoins qui déclarent qu'elle se portait comme un chat, mais que maintenant elle est vraiment, alors elle est malin, elle a la gueule de travers et tout. Et on déclame partout sur la vérité du miracle, qui est un anti-miracle, mais est un miracle quand même, puisque pour avoir douté de la vérité du jansénisme, puis alors elle en a profité pour convertir un moliniste qui est devenu janséniste par la même occasion. Alors Barbier, l'avocat Barbier, il habitait dans le coin, il habitait pas complètement au même endroit, mais il habitait pas loin, et il pouvait faire ses vérifications. Alors il a vérifié que le fameux miracle sur la tombe, personne ne l'a vu, que tous les témoins qui ont signé le truc, ils étaient tous jansénistes, et que le prêtre moliniste n'était pas plus moliniste que vous et moi. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire est totalement inventée. C'est-à-dire qu'ils ne reculaient devant rien pour faire passer leurs idées, quoi. C'est vraiment bon, enfin, bon, c'est tromper les gens, quoi. Le Monseigneur de Vintimille, de plus en plus furieux, dit « De toute façon, je ne reconnaîtrai jamais ces simagrées ». Et vous avez le cardinal de Fleury, donc, qui est Premier ministre, qui dit « On fait fermer ce cimetière. Ça suffit. » Un cimetière, c'était clôturé. Alors les gens venaient, Barbier raconte que les gens venaient, même au mois de janvier, par déluge. Vous avez les déluges, je ne sais pas si vous le temps que vous avez eu hier, mais nous, alors, en région Bourgogne, il est tombé des cataractes, et il raconte que le mois de janvier 1732, là, c'était comme ça, et il y avait de la boue par-dessus les chaussures. Et les gens continuaient de venir pousser des hurlements de bêtes et des miracles. Oh, le cardinal de Fleury a dit « On ferme le cimetière ». Il a envoyé la troupe, enfin la troupe c'était les archers, qui sont arrivés dans le cimetière, ils ont fait un placard en disant désormais interdit. Alors qu'est-ce qu'il disait Il disait interdiction de tromper le peuple, en fait. C'était une mesure de salubrité publique, parce qu'il disait on abuse du peuple, on fait croire, on sait que c'est des menteurs, on sait que c'est des charlatans, interdiction de tromper le peuple et de semer le trouble dans l'Église et l'État. Et alors ils ont mis le placard suffisamment haut, pour que les gens puissent pas l'arracher, puis il était tellement haut que les gens n'arrivaient pas à voir, alors ils se demandaient qu'est-ce qu'il y a marqué là-haut. Et le lendemain, c'était le 27 janvier 1732, le lendemain, il y avait marqué dessous, par ordre du roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Ça veut dire que l'autorité royale en prend un coup sévère, là. C'est-à-dire que tout le monde se fout d'eux, quoi. Globalement, il n'y a pas d'autorité. Ce sont des charlatans, ce sont des sadiques.
Parce que, bon, je raconte, j'ai fait, vous savez, j'ai fait une série sur égalité et réconciliation d'articles écrits. Et je raconte ce que c'était que les convulsionnaires de Saint-Médard. C'est pas ragoûtant, c'était abominable hein, ce qui se faisait. C'était vraiment des tortures, des trucs absolument affreux. Et quand l'autorité, par une saine politique vraiment de défense des gens contre des salauds qui en abusent et qui leur font croire n'importe quoi, prennent des décisions saines de bonne police, si vous voulez, et disent défense à Dieu de faire miracle en celui, c'est-à-dire que Dieu leur obéit pratiquement. Donc, ça s'est arrêté comme ça pour le cimetière de Saint-Médard, et puis toutes les singeries ont continué par la suite, et ça s'est fait dans des lieux privés. Après, ça s'est fait, bon, ça a duré pratiquement jusqu'à la Révolution, les convulsions. Les convulsions, en fait, c'était quoi? C'était des séances de sadomasochisme. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'était des gens qui venaient assister à des spectacles de torture et des gens qui venaient se faire torturer. Alors, parmi les gens qui venaient se faire torturer, je veux bien croire qu'il y a une grosse proportion de masochistes. Alors, le masochiste, pour redéfinir les termes, ça dit que c'est celui qui jouit de la souffrance qu'il inflige, et le masochiste, c'est celui qui jouit de la souffrance qu'on lui inflige. Croyez-moi, parmi les masochistes, il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas vraiment de choix. Tout le monde n'avait pas vraiment de choix. Il y a notamment des simplets, un débile mental ou une débile mentale à qui on a fait subir des trucs, pas du tout sûr qu'ils étaient vraiment maso et qu'ils étaient tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment de la saloperie, quoi. Et ces gens-là ont tenu vraiment la dragée haute à la fois au roi et à l'Église jusqu'à la Révolution. Hein. C'est là que ça commence. Je vais arrêter là. Moi, je pourrais vous en parler des heures, mais j'ai fait quand même, parce que je dois passer la parole à d'autres personnes, à Pierre ici présent, à Salim ensuite. Donc je vais arrêter là. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ce que c'est que l'opposition de la magistrature à l'Église et à la royauté. Et j'insiste en disant, cette magistrature va tenir la dragée haute au pouvoir royal sur les affaires religieuses jusqu'au bout. C'est une magistrature qui réfute une bulle qui prétend que tous les hommes sont égaux. Hein, faut imprimer ça. Hein. C'est ça leur opposition. Ils ne veulent pas admettre que tous les hommes sont égaux. Ils vont poursuivre des ecclésiastiques jusqu'à les envoyer aux galères, leur prendre tous leurs biens. Ça va être une tyrannie infernale jusqu'à la Révolution. Une tyrannie infernale. Le pouvoir tyrannique de l'Église là-dedans, où est-il? Voilà. Je n'en ai pas trouvé trace sur tout le XVIIIe siècle, que je commence un petit peu à connaître. Voilà. Donc je vais arrêter là, puisque je suis... Est-ce que j'ai tenu mon temps ou... C'est bien? Donc je vous remercie, je vais rentrer dans la... Pierre. Pierre, à Pierre maintenant.